Bien, mesdames, messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, mesdames, messieurs les parlementaires, je sais qu'il y en a dans la salle qui vont à 9h30 rejoindre l'hémicycle parce qu'il y a un débat important, débat de société. C'est le cas de Pierre Dharréville qui est tout au fond de la salle, le député de Marseille. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Je tiens avant toute chose à excuser l'absence de Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français, qui est malheureusement, dû à un imprévu personnel de dernière minute, ne peut pas être de notre réunion, mais qui avait particulièrement souhaité organiser cette journée. C'était même dans sa défense lors du congrès du PCF, il considérait qu'il fallait qu'on parle beaucoup plus des questions du désarmement. Et c'est important. Et c'est important aussi la journée qui a été choisie, puisque c'est à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, créée par l'ONU en 2014. Et puis je tiens aussi à remercier son engagement en tant que co-initiateur de cet événement qu'il devait ouvrir. Je veux ensuite remercier chacune et chacun d'entre vous, remercier particulièrement les intervenantes et les intervenants qui ont accepté notre invitation et qui, à la lumière de leur expérience et de leur réflexion, contribueront, je n'en doute pas, à la qualité de notre rencontre. Depuis que 122 pays ont adopté le traité international d'interdiction des armes nucléaires, que l'on appelle le TIAN, lors de l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2017, une perspective historique s'est offerte pour la civilisation humaine. Les députés communistes, comme des millions de femmes et d'hommes en France, et d'ailleurs, ont appuyé cette réalisation portée par la société civile mondiale, comme le démontre l'ampleur de l'organisation de la campagne ICAN, dont le PCF est partenaire depuis sa création. ICAN, c'est l'organisation qui a porté ce travail hors norme de l'adoption d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. ICAN, c'est un prix Nobel de la paix en 2017. ICAN, c'est une grande réussite humaine et diplomatique. Je salue d'ailleurs la présence d'Ariel Denis qui représente cette organisation aujourd'hui. L'adoption du TIAN nous permet pour la première fois, depuis les bombardements américains d'Hiroshima et de Nagasaki, et depuis les décennies de course à l'armement, d'imaginer une humanité se trouvant à l'orée d'un temps nouveau. Franchira-t-elle cette porte? À quelles conditions? Sera-t-elle à même d'asseoir les conditions concrètes et solides d'une sécurité humaine collective à laquelle tous les peuples aspirent? C'est pour discuter de ce processus, pour allier nos forces, pour y parvenir, que nous sommes réunis aujourd'hui. La bombe nucléaire, c'est le désastre écologique en plus rapide. Lorsque les scientifiques aujourd'hui nous alertent sur la disparition de la biodiversité ou des bouleversements climatiques majeurs dans les décennies à venir, il ne faut jamais oublier qu'il est possible que notre planète soit anéantie en quelques minutes par les milliers d'ogives nucléaires. La crise de l'écologie et de la paix sont donc liées intimement. Et ce désastre écologique que nous vivons tous les jours est renforcé par une crise profonde du capitalisme qui s'est engagée dans une véritable fuite en avant. À coup de traités de libre-échange et de diminution des droits de douane, les dirigeants de notre monde pensent résoudre tous les problèmes. Les députés communistes se battent d'ailleurs continuellement pour dénoncer et mettre en échec les traités de libre-échange comme le CETA ou celui qui liera l'Union européenne au Mercosur. Nous rappelons systématiquement que la mondialisation fait fausse route, tant que ces maîtres mots ne sont pas la paix, l'amitié entre les peuples et la solidarité internationale. C'est lorsque nous serons dans cette configuration que le monde pourra changer. La paix n'est donc pas qu'un vain mot. Ici, je pense que personne ne dira le contraire. Mais elle est la base d'une réflexion bien plus puissante et profonde qui permettra à l'humanité de sortir de cette crise majeure. La paix se décline en plusieurs réflexions. C'est évidemment le désarmement, mais également l'éradication des facteurs de guerre, comme les injustices sociales et économiques, les inégalités générées et aggravées par ce système, la spoliation des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes, ou encore comme la spoliation des droits individuels et collectifs, sociaux, humains et écologiques. Cet enjeu est vital et appelle une mobilisation générale et massive pour que nos enfants nous remercient et vivent dans un monde vivable et durable.
Mais ce n'est pas le chemin que notre monde prend à court terme. Nous pouvons observer l'amélioration constante des capacités technologiques et militaires. Le regain des tensions, encouragé par les dirigeants des puissances détentrices de l'arme nucléaire ou candidates à son contrôle, ou encore productrices d'armement, la remise en cause permanente du multilatéralisme, la destruction ou l'affaiblissement considérable des traités limitant la prolifération nucléaire. Tous ces facteurs rendent concret la possibilité d'une catastrophe nucléaire militaire. Il est donc impératif de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce potentiel destructeur en pensant toutefois aux milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur et en travaillant ensemble à une transition pacifique des industries de guerre. Et ce n'est pas tout. Le nucléaire militaire est aussi un gouffre financier détournant des sommes considérables qui pourraient être utilisées à autre chose. Par exemple, l'Inde, dotée de 130 têtes nucléaires, et le Pakistan, doté de 140 têtes, sont deux puissances nucléaires qui dépensent des sommes folles pour se tenir en joue, tandis que leur population souffre de maux considérables, comme l'absence d'éducation ou de soins, voire qui souffrent de la faim ou de la soif. Mais c'est aussi vrai dans les pays détenteurs de l'arme nucléaire plus développés. La palme revient évidemment aux États-Unis et à la Russie, qui détiennent à eux deux 13 000 têtes nucléaires, soit plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. L'entretien de cet arsenal, sa modernisation, son renouvellement et son développement mobilisent des centaines de milliards de dollars. Parmi les 5 plus gros budgets militaires du monde, on trouve 4 puissances nucléaires. Elles dépensent à elles 5 près de 1100 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent du 16e PIB du monde. À côté de cela, la lutte contre le réchauffement climatique qui cause misère, conflits et déplacement de population dans des conditions insupportables parvient à peine à mobiliser au plan mondial. L'OCDE estimait en 2015 à 62 milliards de dollars seulement les financements réunis en 2014 pour les pays développés en appui aux actions climatiques dans les pays en développement. 62 milliards à mettre en parallèle avec 1100 milliards. Et le Fonds vert pour le climat créé par l'accord de Paris de la COP21 ne représente que 2 milliards de dollars en 2018. Ces choix mènent l'humanité dans une impasse. Au moment où les inégalités explosent au plan mondial, comme dans chacun de nos pays, l'une des premières conséquences de ces choix est que près d'1 milliard d'individus dans le monde sont privés de sécurité alimentaire, qui constitue un droit humain et un facteur de sécurité humaine. La malnutrition, la sous-alimentation et la famine atteignent à nouveau des taux records et touchent, selon l'ONU, 820 millions de personnes à travers le monde, soit 11% de la population mondiale. L'accès à l'eau coûte plus cher aux pauvres qu'aux riches. 2100 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et dans certaines bidonvilles. Il faut quelquefois consacrer jusqu'à 30% de ces maigres revenus pour acheter de l'eau. Au total, selon l'UNESCO, près de 2/3 de l'humanité ont été confrontés à de graves pénuries d'eau au cours de l'année 2018. C'est également contre un monde du tout marchand que nous nous battons en proposant d'éteindre universellement le droit à l'énergie et l'accès à l'eau, d'atteindre universellement le droit à l'énergie et l'accès à l'eau comme un bien commun de l'humanité et non comme une ressource marchande. Les grandes et belles manifestations du week-end dernier, pour un climat de paix, en ont fait une brillante démonstration. Si nous ne parvenons donc pas à créer les conditions pour une puissante solidarité internationale, pour une profonde justice sociale, pour une meilleure redistribution des ressources vers les besoins humains et sociaux, seuls les riches auront le moyen de se mettre à l'abri du réchauffement climatique et de ses conséquences. Il n'y aura alors pas de chemin pour une paix durable. Dans ce monde libéral, les humains sont tout autant exploités que notre planète. L'une de nos tables rondes reviendra d'ailleurs en détail sur l'impact écologique des guerres et des conflits, mais aussi en mettant en avant la surmilitarisation des relations internationales. Pour nous, garantir la paix, c'est permettre à chaque peuple de bénéficier des richesses qu'il produit, de sortir de la pauvreté, de garantir des échanges respectant les humains et les ressources naturelles. C'est aussi avoir la liberté de choisir son modèle de société et de s'inscrire librement, en toute souveraineté, dans des cadres de coopération et de solidarité. Je souhaite ici verser au débat plusieurs propositions du Parti communiste français que Fabien Roussel vous aurait développées s'il avait pu ouvrir ce colloque. J'y souscris évidemment et je place aussi mon travail de député dans ce sens. Tout d'abord,
la condition fondamentale pour un monde de paix est le multilatéralisme. Ce multilatéralisme doit être celui de la Charte des Nations Unies de l'ONU, et pas la diplomatie des riches proposée par le G7 ou le G20. L'heure est donc à une nouvelle étape, des relations internationales fondées sur le partenariat et la coopération, et non sur des alliances opportunistes et purement économiques. Dans ce cadre mondialisé, il faut mettre fin aux alliances politico-militaires, comme l'OTAN, qui sont des fauteurs de guerre et non des gardiens de la paix. Pour cela, concrètement, nous travaillons à ce que l'Europe puisse organiser une grande conférence pan-européenne sous l'égide de l'ONU, afin de remettre à plat les relations entre les pays européens, bien au-delà des limites de l'actuelle Union européenne, et des pays européens avec les autres pays et régions du monde. Comme ce fut en partie le cas à l'occasion de la ratification des accords d'Helsinki en 1975, qui ont créé l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Organisation dans laquelle j'ai siégé entre 2007 et 2012 en assemblée parlementaire. Nous proposons que cette conférence puisse élaborer un cadre commun de coopération et de sécurité collective en allant bien au-delà de ce qui s'est fait à Helsinki en 1975 et en réunissant aussi bien des représentants d'États et de gouvernements que des citoyens, des organisations dites civiles, des syndicats, etc. Avec nos amis et camarades des forces démocratiques et progressistes du Proche et Moyen-Orient, nous imaginons une initiative de l'ONU de la même envergure pour le Proche-Orient, qui aurait à son ordre du jour les plus grands défis de cet espace. Les négociations de paix au Yémen et en Syrie, la dénucléarisation militaire de toute la région, la reconstruction de l'Afghanistan, la fin des occupations militaires et colonisations en Palestine comme à Chypre, la reconnaissance des droits culturels et politiques de tous les peuples de la région, mais aussi la question du contrôle et de l'exploitation des ressources et des richesses naturelles en toute souveraineté et dans des cadres démocratiques. De telles perspectives ne sauraient voir le jour à terme si, au plan mondial, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ne met pas en tête de ses priorités la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Comme lancement de cette priorité, nous proposons de mettre sur pied une COP contre l'évasion fiscale et pour la justice fiscale et sociale, afin de récupérer les sommes astronomiques détournées par les puissances de l'argent. J'ai d'ailleurs rappelé au nom de mon groupe ce point pas plus tard qu'hier, à l'occasion d'une commission des affaires étrangères portant sur l'évasion fiscale. Nous nous battons également pour libérer l'Union européenne des traités, qui l'ont formatée en brisant la souveraineté des peuples et la démocratie, et pour créer une union des peuples et des nations libres, souveraines et solidaires. En cela, nous nous opposons de toutes nos forces au projet de défense européenne et de guerre spatiale dont Emmanuel Macron s'est fait le porte-étendard. Et puis enfin, Fabien Roussel vous aurait dit que c'est la raison d'être de cette journée. Notre priorité politique à cette heure est que la France signe et ratifie le traité international d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, que ses dirigeants ont boudé et dénigré. La responsabilité de la France est de s'inscrire dans le mouvement historique vers l'éradication de toutes les armes de destruction massive. La lutte contre la course aux armements et l'augmentation exponentielle des budgets militaires au détriment des besoins fondamentaux des peuples. L'immense majorité de notre peuple, 67% selon le sondage porté par le Mouvement de la Paix et la Croix en juillet 2018, est favorable à ce que notre pays s'engage dans le TIAN. Cette voix doit se faire entendre et doit s'imposer. Au printemps dernier, la municipalité de Genève et le mouvement s'étend aujourd'hui en France à adopter une résolution de soutien au TIAN. Il faut aider à amplifier par tous les moyens ce mouvement. Le 8 juillet dernier, c'est l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui a explicitement appelé à la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires dans les pays membres, par les pays membres. La dynamique est donc enclenchée. Il s'agit non seulement de préserver le traité de non-prolifération, mais de franchir un cap. Nous y sommes pour notre part résolument engagés et nous sommes convaincus qu'une page nouvelle du combat pour la paix a commencé de s'écrire par l'action de vos organisations, par la mobilisation des peuples et des forces démocratiques et de transformation sociale. Cette journée peut contribuer à faire avancer ce sujet. Cette journée permet d'inscrire ce sujet à l'agenda de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose et c'était le sens de notre invitation.
Nous vous invitons à en débattre, à faire grandir encore cette idée ici, dans cet espace démocratique français. Je vous souhaite une bonne journée, un bon débat et je vous remercie de votre attention.